Est-ce que j'ai besoin d'un micro? Vous m'entendez comme ça? Ouais, je vais y aller. Bonsoir. Donc, au départ, je voulais vous parler d'un sujet que je pense qui est rarement abordé dans le côté libre à l'université, qui est comment faire de l'argent avec l'open source. En fait, rarement abordé, je vais me faire griller parce que Fabien m'a déjà devancé là-dessus. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous parler de manière peut-être plus générale sur comment faire de l'argent avec l'open source. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Donc moi, mon nom c'est Lionel Dricot. Je travaille pour l'Amedo, qui est une société de consultance en open source. J'ai écrit des livres sur l'open source. Dans mes loisirs, je maintiens un logiciel open source. Et comme vous avez pu voir sur la fiche, je suis un jeune blogueur. J'aime bien le jeune. Je suis un jeune blogueur qui parle sur son blog d'open source. Donc, en fait, je suis un peu dans l'open source. On peut le dire. Mais alors, quand on parle d'open source, on parle aussi, on dit en anglais free software. Qu'est-ce qu'on entend par free software? Ça, je ne vais pas vous le faire. Je pense que ceux qui sont intéressés, ils ont toute la journée d'aujourd'hui, toute la semaine pour le savoir. Donc, les logiciels libres, en anglais, donc c'est free, et free en anglais, ça veut dire libre, mais ça veut aussi dire gratuit. Alors, quelle est l'image qu'on a généralement? Généralement, les logiciels libres, c'est développé par des étudiants qui sont dans leur coin, qui développent leur truc, qui s'amusent. Et quand ils sont plus étudiants, les gens qui restent dans le logiciel libre, ça reste fondamentalement des gros babagous, les piles qui jouent à l'ITA, qui s'en foutent. Donc le logiciel libre, c'est un peu cette image, cette connotation de ouais, mais c'est cool, mais c'est pour les étudiants. Quoi, hein. Il y a un moment où on va devoir travailler, faire un travail sérieux, on va devoir s'emmerder sérieusement, on ne peut plus faire des logiciels libres. Moi, je peux vous raconter une petite anecdote. On a le temps, il y a personne après moi, donc de toute façon, si ça vous énerve vraiment, vous pouvez partir, hein, c'est pas grave. Mais quand j'ai fini mes études d'ingénieur ici, à Louvain-la-Neuve, donc chaque année, à la fin, vers le mois d'avril, mai, je pense, il y a les journées de l'emploi par le CCI. Et je me souviens, donc j'ai été voir plusieurs stades, il y en a un, je dépose mon CV, et ils regardent mon CV, et ils voient dans mon CV que c'est écrit Linux. Elles me disent, ah ben, c'est bien votre CV, mais maintenant il va falloir travailler sérieusement. Ah, je dis, bah oui, c'est pour ça que j'ai mon diplôme. Non mais je vois Linux, mais Linux c'est un truc d'étudiant. Ah, bah oui, bon. Faut pas déconner, c'est un truc gratuit, c'est un truc d'étudiant. Maintenant, il faut faire des choses sérieuses. Donc, tout ça, on voit que vous êtes bien amusé, mais maintenant, il va falloir un peu travailler votre CV. Mais, enfin, je dis, pour moi, c'est pas quelque chose d'étudiant, c'est même un projet de carrière. Alors, il m'a dit, ça, c'est une argumentation sans faille. Il m'a dit, écoutez, c'est très simple. Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde. Si vous voulez avoir des sous, c'est lui qu'il faut suivre. Il faut utiliser le produit Microsoft. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais si Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est peut-être avec vos sous. Donc, moi, c'est pas mon plan de carrière. Alors là, il a commencé un peu à s'énerver. J'ai repris mon CV, j'ai dit, je pense que vous n'avez pas besoin de mon CV. Et c'en est resté là. Mais cette anecdote, c'est vraiment illustratif, je pense, de la manière dont beaucoup de personnes perçoivent le logiciel libre et Linux. Et donc, on est toujours dans cette approche de le logiciel, c'est un produit qu'on vend dans une boîte en carton et on vous fourgue les boîtes et vous ne pouvez pas pirater, c'est un peu comme les CD, les livres et tout, c'est un produit, c'est comme les boîtes de cornflakes. Et on va essayer d'en vendre le plus possible, il y a un coût de production et c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, je vais vous dire, c'est plus tout à fait vrai. En fait, il faut se remettre dans le contexte actuel de la société, le logiciel c'est tout. C'est-à-dire que le logiciel il est partout, il est là, il est dans tous les appareils électroniques, il est dans votre poche, il est dans partout. On a du logiciel. On ne peut plus vivre dans un monde sans logiciel. En fait, le logiciel c'est un peu comme l'air qu'on respire. Il est partout, on en a tout le temps besoin, on en utilise partout. Donc, voilà, c'est là. On ne peut pas dire, on va le cloisonner, le mettre dans des boîtes. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre? On ne peut pas vivre en vendant de l'air. Tout le monde a le droit à avoir de l'air gratuitement. Oui, vous avez tous de l'air gratuitement, mais je vais vous dire, si, on peut vivre en vendant de l'air.
Parce qu'il y a certains besoins où à certains moments, on a besoin de vendre de l'air. On a besoin de fournir quelque chose d'autre avec l'air. Et donc, le logiciel libre, c'est ça. C'est tout un ensemble qui est gratuit, qui est autour de vous, mais à certains moments, eh ben, il y a des besoins spécifiques où ça peut se révéler nécessaire de payer. Et ben, c'est ça qu'on va voir ensemble. Je vais essayer de vous montrer quelques approches possibles. Quelles sont les approches donc, pour, à partir du free, du gratuit, faire des sous? Alors, les grandes approches qui sont suivies, ben, pour prendre la plus simple, c'est l'approche, ben, simplement, on donne tout gratuitement, on dit si ça vous plaît, faites un don. Voilà, le pourboire pour le service. Ah, vous allez me dire, oh, ouais, c'est pas sûr que ça marche. Eh ben, un projet que vous connaissez tous, Wikipédia, ça ne fonctionne que par les dons. Wikimedia, c'est une société, enfin, une association sans but lucratif, mais qui a quand même 75 employés. Et cela fonctionne uniquement par les dons. Alors, c'est peut-être un exemple extrême, mais ça veut dire que ça marche. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Flatter. Donc Flatter, c'est un service sur le net qui permet à chacun de faire des dons au site qu'on aime bien. Alors le principe, c'est que le producteur de contenu, le blogueur, le musicien, tout ça, il met un bouton Flatter sur son site, moi je l'ai fait, et les gens qui veulent donner des sous, ben, ils décident chaque mois combien ils veulent donner, et la somme reste fixe et est divisée dans le nombre de flats qu'ils donnent. Moi par exemple, je donne 2 € par mois. C'est rien du tout, mais je donne 2 € par mois aux choses que j'aime bien. Ça fait, si j'ai donné 10 flats sur un mois, ça veut dire que chacun va recevoir 20 centimes. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Alors moi, avec mon blog, qui est pourtant francophone, qui n'est pas dans les tops des contenus, ni quoi que ce soit, eh ben, je fais une vingtaine d'euros par mois. En Allemagne, Flatter est très populaire. Il y a des blogueurs qui produisent régulièrement des contenus qui sont assez populaires. Ils font de l'ordre de 2000 € par mois. Donc c'est un salaire. C'est un salaire, c'est possible, rien qu'avec les dons. Donc ça c'est pour vous dire que c'est possible. Oui, c'est un business model. Second business model, c'est de faire tout ce qui est produits dérivés. Alors Fabien qui était là, je ne sais pas si vous savez, mais avant de faire OpenERP, il avait créé une société qui s'appelait OpenStuff, qui était ici dans un code à Louvain-la-Neuve, où il vendait des t-shirts avec les logos du logiciel. Il vendait des t-shirts, il faisait des peluches, des posters, tout ça. Et le principe, c'est qu'il versait un pourcentage de ses bénéfices, il les versait directement au projet. Et c'est devenu un système assez populaire. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui, vous allez sur leur site, vous pouvez commander le t-shirt, vous commandez 10 € le t-shirt, ben sur les 10 €, il y a 3, 4, 5 € qui vont aller directement au projet. Donc faire des produits dérivés, c'est aussi un business comme un autre. Et en quelque sorte, d'un point de vue business model, votre projet informatique, votre logiciel, est un produit d'appel pour les produits dérivés. On va vous dire c'est un peu aberrant, c'est un peu tiré par les cheveux, mais fondamentalement, un dessin animé de Disney, ce n'est que ça. Donc si le dessin animé de Disney rentre dans ses frais avec les entrées au cinéma, c'est bien, mais c'est pas le but. Leur but, c'est de faire de l'argent avec des surprises au McDo, les t-shirts, les entrées à Disneyland. Donc faire un business model sur les produits dérivés, ça existe et ça peut s'appliquer au logiciel libre. Deuxième chose, toujours dans les produits dérivés, là dans un peu plus technique, on a tous les livres qui accompagnent la documentation. Moi j'ai écrit des livres sur Ubuntu, mais j'ai gagné de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je n'ai pas gagné énormément d'argent par rapport au travail que j'ai fourni, mais il y a toujours moyen, il y en a certains qui s'en sortent très bien, il y a certains auteurs de logiciels qui, en plus de leur logiciel, chaque année produisent une version de leur livre, et ça leur permet d'avoir un salaire. Et donc, de nouveau, le travail sur le livre, en fait, permet de gagner assez d'argent pour aussi travailler sur le logiciel. Ça, on est encore ici dans l'optique un peu artisanale, mais c'est possible. Alors, on rentre maintenant dans l'optique un peu plus industrielle du logiciel libre, c'est de faire des produits, des devices, donc produire quelque chose qui utilise du logiciel libre. Ça peut être un produit très spécialisé, un récepteur GPS avec une optique spéciale. Ici, dans ce cas-ci, c'est un engin qui était spécialisé pour faire des mesures en laboratoire. Et cet engin, le vernier, je ne sais plus comment, voilà, LabQuest, c'est ça. La particularité, c'est qu'il utilisait tous les logiciels libres. Pourquoi? Parce que si la firme qui avait produit l'engin avait dû développer tout le logiciel, et ben ça leur aurait coûté des centaines de milliers d'euros, voire des millions.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont décidé de produire cet engin, ils ont fait les specs du hardware, maintenant ça devient de moins en moins cher de faire du hardware. Ils ont fait tourner du logiciel libre, ils ont contribué au logiciel libre, ils ont engagé des développeurs qui faisaient du logiciel libre pour améliorer le logiciel pour qu'il arrive jusqu'à leurs besoins. Et ils ont vendu, c'est un truc ici de marché de niche, mais ils l'ont vendu, et donc au final, ça a fait des sous pour des développeurs de logiciels libres qui ont amélioré le logiciel libre. Alors, dire oui, ça c'est très spécialisé, mais il y a aussi des choses beaucoup moins spécialisées. Ah ben, par exemple, typiquement Android. Toute la couche Android se base sur Linux et sur énormément de couches qui sont purement open source, et Google paye pour ça. Et ben, pourquoi est-ce qu'ils payent? Parce que eux, ils espèrent faire du business avec les firmes qui produisent les téléphones, qui elles-mêmes vont faire du business avec vous quand vous achetez votre téléphone. Donc au final, oui, ici, on a vraiment l'exemple que même pour l'industrie de masse, le logiciel libre peut être rentable. Alors je vais vous donner un exemple que moi j'ai vécu personnellement, parce qu'à l'EDO on a beaucoup travaillé sur le N9 de Nokia. Donc le N9, contrairement à Android, se base sur MeeGo, qui est à la limite entièrement libre. Android, on peut encore discuter parce que c'est très fort contrôlé par Google. MeeGo était beaucoup plus orienté communauté. Et donc, ici, pour vous donner un exemple, Nokia a travaillé avec une myriade de sociétés de consultance open source. Il a embauché beaucoup de développeurs open source et, à travers différentes itérations, a réussi à produire ce téléphone qui est de l'avis de tous les testeurs, de tous les gens qui font des critiques, est absolument excellent et est considéré comme le tueur d'iPhone. Alors il y a un petit problème, c'est qu'à Nokia, ils ont également engagé un PDG qui venait de chez Microsoft et qui a décidé de placer tout à Microsoft. Ils ont décidé de ne pas vendre ce téléphone, sauf dans 3 ou 4 pays comme l'Allemagne, la Thaïlande, des choses comme ça, et de faire à la place le Lumia, qui est exactement le même, avec Windows qui tourne dessus, et qui est beaucoup plus diffusé. Alors ce qui est marrant de constater, c'est que celui-ci, alors qu'il n'est pas diffusé, qu'il n'y a pas de publicité, se vend toujours 2 fois mieux que le Lumia. Parce que simplement il est meilleur. Mais bon, ça ce sont des choix, c'est dommage, ce sont des choix politiques qui aimeraient faire. Mais force est de constater que, voilà, ici, des centaines de développeurs open source ont travaillé sur des projets entièrement open source pour au final produire un produit entièrement, je dirais, rentable d'un point de vue industriel. Donc, oui, on peut faire de l'argent avec l'open source. Encore un exemple parmi tant d'autres, mais qui fait de l'argent avec de l'open source? Facebook. Facebook est basé quasiment entièrement sur une stack open source. Twitter utilise beaucoup de... Twitter eux-mêmes ont décidé d'open sourcer, donc de rendre open source la majorité des composants qu'ils ont développés, parce que eux n'avaient pas l'intérêt de garder ces composants pour eux finalement. Eux, leur service, c'est le site web, c'est la base d'utilisateurs, c'est l'expérience, c'est pas tous les petits composants. Et donc en rendant leur travail open source, eh ben, ils bénéficient de retours utilisateurs, d'amélioration, ils s'intègrent mieux dans l'écosystème. Alors un exemple très marquant, c'est que Twitter a développé OAuth, qui est une méthode pour des applications pour pouvoir s'identifier avec son compte Twitter. Quand vous utilisez une application, par exemple, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte, un nouveau mot de passe, vous pouvez utiliser directement votre compte Twitter et les deux s'intègrent. Alors plutôt que de faire ça dans votre petit cercle fermé, Twitter a décidé de rendre toutes ces spécifications ouvertes, tout ce travail ouvert, et c'est tout bénéfice parce que maintenant il y a de plus en plus d'applications qui utilisent ça, c'est en train de devenir un standard, et donc tout le travail de Twitter fait que Twitter s'intègre, alors que Twitter essentiellement est une plateforme fermée, mais le fait qu'ils utilisent des composants open source a permis qu'ils s'intègrent de plus en plus dans l'écosystème. C'est devenu ça fait une partie naturelle de l'écosystème. Et donc tout ça, c'est grâce à l'open source. Donc, à la limite, s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient gagné moins de sous que s'ils avaient rendu open source. À certains moments, on peut même arriver à la conclusion que open source est plus rentable que de rester fermé dans son petit coin. Enfin, last but not least, comme on dit, c'est la consultance. Alors ça c'est mon métier, donc comme on dit c'est de la constitution de cerveau. Donc en gros on ne vend pas un produit, on vend juste son cerveau. C'est pas grave, on s'amuse bien aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste une manière de voir, mais
c'est rigolo. Et donc ici, moi je fais partie d'une petite société, c'est un bon exemple. On est 10, et dans les 10, eh ben, il n'y a que des experts open source. Moi j'ai l'air d'un bébé parce que ce sont des gens qui sont des génies en open source, ils ont 20 ans, ou 10 ou 20 ans d'expérience dans des codes ultra précis comme le serveur X ou le noyau Linux. Ils savent exactement ce qu'il faut, ils sont super compétents, et donc pour une société, bah, typiquement, on a des clients, ils arrivent, ils disent, bah, écoutez, voilà, on aimerait faire un engin qui se connecte au réseau 4G, machin, truc mal, mais voilà, on utilise la stack open source avec Linux, mais ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Alors, nous, on peut vous dire pourquoi. Désormais, maintenant, on travaille beaucoup avec LibreOffice, vous connaissez sans doute LibreOffice, successeur d'OpenOffice. Eh ben, il y a de plus en plus de sociétés qui disent bah oui, bah nous on veut travailler avec LibreOffice parce qu'on veut l'adapter à nos besoins, on veut qu'ils génèrent des rapports qui s'intègrent dans notre workflow, comme on dit dans le jargon. Ok, pas de problème. Ah, où on a un bug avec LibreOffice qui empêche une migration depuis Microsoft Office vers LibreOffice, on a ce bug qui nous gêne, eh ben, nous on peut le résoudre. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Rien que pour ces petites choses, ces petits bugs qui dérangent, pour ces petites améliorations, on a 10 personnes, et encore je parle ici de ma société, mais on a 10 personnes qui vivent à temps plein sur les petits besoins des gens qui utilisent open source. Si on avait dû développer notre propre solution, on n'aurait sans doute pas pu. Je veux dire qu'on n'aurait jamais pu investir en recherche et développement sur un produit nouveau, le vendre, avoir la puissance marketing, convaincre, faire le support. Je pense qu'on n'aurait pas pu dans l'état actuel. Ce qui a permis le développement de petites sociétés comme la nôtre, et il y en a beaucoup pour le moment, c'est que tout d'abord, les étudiants comme vous, comme moi j'étais, se sont passionnés, ont acquis une expérience, et donc arrivent dans l'entreprise déjà formés. Ils ne sont plus des feuilles blanches où on va passer 2 ans, 3 ans à les former aux produits de l'entreprise. Ici, moi je suis arrivé, pourquoi? Je vais vous donner l'exemple. Je suis arrivé, pour l'entretien d'embauche, j'étais à une conférence et j'ai reçu un mail disant qu'ils étaient intéressés par mon CV. Et je dis, ouais, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Il me dit, on est à la conférence en tel. Ah, je dis, ah ben j'y suis aussi, ah ben on va se rencontrer. Et donc j'arrive, je dis, bonjour monsieur, bonjour madame, je suis il y avait 2 monsieur, pardon. J'étais un peu nerveux parce que c'était un entretien d'embauche, enfin bref, c'est pas grave. Mais finalement, j'étais là, bon maintenant on va commencer à parler, est-ce que je conviens pour le job et tout ça. Et la première question qu'on dit, combien tu veux? Combien je veux quoi? Le salaire, combien tu demandes? Mais on ne parle pas d'abord un peu du boulot, si je conviens pour le travail, mes compétences et tout ça. Non, on sait ce que tu vaux. Ah bon? Ben oui. On connaît ton code open source, on sait comment tu as interagi sur les mécanismes, on sait les projets auxquels tu as participé, on connaît tes compétences techniques. Ah, combien tu veux? Ben voilà, c'était aussi simple que ça. Donc je suis arrivé et je suis rentré directement dans le bain. En fait, il y avait des gens de la société qui avaient déjà entendu parler de moi parce qu'ils faisaient partie du même projet, c'est moi le projet Clone. Et donc, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai continué à faire ce que je faisais dans mes loisirs, et juste que j'étais payé pour le faire. Donc, c'est aussi un des gros avantages de l'open source, c'est que pour les entreprises, on va gagner des sous en économisant sur la formation des gens, et en réutilisant non pas seulement le logiciel, mais aussi tout l'acquis. Et pour les employés, comme moi, c'est aussi tout bénéfice parce que j'ai passé quelques années ici dans une société qui produit des logiciels pour l'automobile, des logiciels embarqués, et c'est entièrement fermé. Et ce que je me suis rendu compte après quelques années, c'est que au plus j'apprenais dans le logiciel, au plus je devenais bon dans mon travail, au moins j'avais de valeur sur le marché de l'emploi, parce que c'est des logiciels qui tournent dans les Toyota. Si je me faisais embaucher par Audi ou par BMW, si je disais oui, je connais super bien le logiciel qui tourne dans les Toyota, ça n'en a rien à foutre. Nous, on n'utilise pas ça. Donc, en quelque sorte, je restreignais mon champ d'action. Plus je devenais bon dans mon travail, au moins j'avais de possibilités de sortir de la société, de trouver un emploi ailleurs, ou alors je devais tout recommencer à zéro. Enfin, quasiment. Tandis qu'avec le logiciel libre, tout ce que j'apprends, ici je sais que demain je perds mon travail, je connais 10 sociétés auxquelles je peux envoyer mon CV, je peux dire
voilà, je connais ça, j'ai travaillé pour LibreOffice, j'ai travaillé pour GNOME, j'ai travaillé pour tout ce genre de choses. Et donc, ah ben, moi j'y gagne. Les sociétés y gagnent, les employés y gagnent, et les clients voient leurs coûts réduits, voient les solutions beaucoup plus adaptées à leurs besoins, donc les clients y gagnent. C'est pourquoi je pense que l'open source d'un point de vue économique a vraiment sa place et est vraiment une bonne chose de tous les points de vue. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? C'était clair? Ou alors vous êtes tous endormis? Oui? La concurrence va être féroce dans ce truc-là, parce que finalement, on ne vend plus un produit, donc il n'y a pas de. On ne va pas sur un packaging ou un vendeur, donc on va sur le service qu'on fournit. Donc si on est moins bon qu'un autre, je pense. Eh bien, effectivement, moi c'est la première approche que j'avais, et j'aime bien les petites anecdotes, je vais raconter une anecdote assez géniale. J'avais une connaissance espagnole qui travaille pour une société aussi, exactement, un concurrent à nous. Et la première fois qu'on s'est vu après que j'ai été engagé, il m'a dit: ah, j'ai entendu que tu travailles pour la Nelo. Félicitations pour ton engagement. Et je lui ai dit: ah ben oui, maintenant, on est concurrents. Et il m'a dit: non. Au contraire, on travaille ensemble maintenant. Et pourquoi? Parce que la concurrence, c'est pas tellement justement se battre pour les miettes, pour là où il y a du logiciel libre, c'est qu'actuellement il y a encore une énorme place où les gens n'utilisent pas le logiciel libre. Ils ne sont pas convaincus par le logiciel libre, on a priori contre le logiciel libre. Et donc toutes ces petites sociétés, comme c'est des petites structures, plutôt que de se disputer, ce qu'on pourrait croire pour les miettes, ont tendance à coopérer pour mettre en place des marchés ou pour se développer. Un exemple qui est très frappant, c'est WebKit. WebKit, c'est le moteur qui est derrière Safari, derrière Google Chrome. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont de l'expérience WebKit. Nous, on n'en a plus maintenant parce que les développeurs WebKit sont partis. Parce qu'on s'est concentré plus sur LibreOffice. Mais pendant tout un temps, on était plusieurs sociétés à avoir l'expérience WebKit. Et on faisait des conférences ensemble, des Hackfest ensemble, où les développeurs WebKit travaillaient ensemble. Et à la limite, des fois on disait: oui, là on a un contact avec un gros client, on va le garder secret pour nous. Et puis moi j'arrivais, par exemple, on a travaillé pour Samsung par exemple maintenant. Et là c'était un gros client, je le gardais un peu secret. Et puis je croise un copain qui était dans une société concurrente, encore une fois. Et là, il fait: bon, là, on est sur un gros contrat, je ne peux pas te dire. Il fait: ah, Samsung? Oui. Ah oui, mais on est au courant, t'inquiète pas. L'information transverse, on sait qu'il y a des développeurs Samsung qui sont venus à une conférence. On a aussi été contactés. Et en fait, finalement, les sociétés comme Nokia, Samsung, les grosses sociétés, plutôt que de tout mettre les œufs dans un même panier, préféraient prendre un peu dans chaque petite société. Tout le monde y gagnait. Et nous, de notre côté, on mettait nos efforts ensemble pour essayer d'agrandir le marché. C'était ça l'idée. C'est tout? C'est que j'ai été clair. J'en vois deux qui ne dorment pas, au fond. Eh bien, merci de votre attention. Alors, merci à GlobalX pour l'organisation de cette journée. Et si jamais vous avez des questions, vous souhaitez me contacter à ce niveau-là, soit vous venez ici, on peut en parler, soit vous m'envoyez un email.